Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas et bonne année à tous les téléspectateurs et bonne année à vous aussi. Merci à vous aussi et bien évidemment à vous tous qui nous regardez chaque semaine, toujours aussi nombreux. Et puis on va commencer, Jean-Yves, le sommaire. Dans cette émission, on va commencer par parler des attentats islamistes et notamment du déni médiatique. L'année 2020 a à peine commencé que déjà des attentats islamistes ont eu lieu sur le territoire français. Et déjà, les médias dominants ont joué à fond la carte du déséquilibré et du pas d'amalgame. Tugdual d'Herville, seul contre tous sur le plateau de Pascal Praud, Charlie Hebdo qui dédie le numéro de ses 5 ans après les attentats à la lutte contre la censure, Présent qui remet son prix des lecteurs, la semaine médiatique a été chargée. En Australie, crise climatique ou contre-feu médiatique. Les terribles incendies qui ravagent actuellement l'Australie sont évidemment au centre de l'attention médiatique. Le réchauffement climatique est désigné comme un coupable idéal, mais nous verrons dans cette émission que tout n'est pas aussi simple que ne le pensent les journalistes français. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, ce sont ces véhicules incendiés la nuit de la Saint-Sylvestre et notamment à Strasbourg. Alors ça a été particulièrement spectaculaire et grave à Strasbourg. Mais c'est une année record puisque on a chiffré à 1457 le nombre de véhicules brûlés, probablement un chiffre par défaut. C'est un quasi-doublement en 10 ans. Par contre, s'il y a un doublement des véhicules qui brûlent, il y a une diminution considérable du temps médiatique qui est consacré à ce qui est maintenant présenté comme une tradition de la Saint-Sylvestre. Il faut bien dire que c'est une tradition de la Saint-Sylvestre. Pas partout, c'est dans les quartiers de l'immigration que le problème se pose. Et quand ils sortent de leur quartier, c'est l'ensemble de la population qui se trouve un peu concernée. Alors justement, il y a un journaliste polonais qui était sur le plateau de LCI, interrogé par David Pujadas, et qui, lui, ne comprenait pas vraiment qu'en France, il y a un silence médiatique sur ces feux de voiture. Probablement demain ou après-demain, on va voir, comme d'habitude, le ministre de l'Intérieur qui va dire... La nuit de Saint-Sylvestre était calme, il y a juste 1000 voitures de brûlées. Donc voilà, c'est étonnant quand même, on ne comprend pas exactement ce qui se passe en France. Il n'y a pas des feux du 1er janvier en Pologne, il n'y a pas des voitures... Pas comme ça, de feux d'artifice oui, mais pas de voitures qui brûlent dans les banlieues. Vous savez, à la limite, en Pologne, il y aurait 20 voitures de brûlées, il y aurait des émissions spéciales. Écoutez, c'est assez simple. Il n'y a pas d'incendie de voiture en Pologne parce qu'il n'y a pas d'immigration en Pologne. Voilà, c'est très simple. Et les Polonais n'accepteraient pas qu'il y ait 1500 voitures qui brûlent le jour de la Saint-Sylvestre. Et donc 20 voitures, ça serait un événement en Pologne, alors que 1457 voitures, chiffre officiel, donc probablement minoré en France, ça passe... Ça passe comme une habitude, quoi, voilà. En tout cas, ça étonnait David Pujadas, mais effectivement, il y a encore des pays où les voitures ne brûlent pas. Oui, c'est assez amusant pour Pujadas, c'est normal que les voitures brûlent, oui, tout à fait. Passons au premier sujet, face aux attentats islamistes, le déni médiatique. Pour Le Monde, l'année 2020 a été placée sous le signe de la menace terroriste de l'extrême droite, clairement, c'est ce qu'annonçait le quotidien de référence, ou prétendu de référence. Quotidien de référence de la désinformation, de la manipulation et du déni. On va le voir ici même, puisqu'effectivement ils annonçaient ça comme l'année du terrorisme d'extrême droite, sauf que on est à peine au début du mois de janvier que déjà 2 actes terroristes islamistes qui ont eu lieu sur le territoire français. À Metz, une tentative d'attaque au couteau où le suspect a été blessé et arrêté par les policiers. Et puis une attaque à Villejuif qui a fait un mort et plusieurs blessés. Donc on a ce déni médiatique pour entamer l'année et ces attentats, ces terribles attentats, avec toujours un déni médiatique immédiat sur les causes de cet attentat et le profil du tueur. À Villejuif, c'était particulièrement visible avec
toujours cette remise en cause, ce focus médiatique sur un prétendu déséquilibre de la personne. Le Parisien qui titre « Attaque à Villejuif, le tueur souffrait de problèmes mentaux ». Et puis cette scène d'anthologie sur BFM. Cet homme s'appelle Nathan, il avait 22 ans, il souffrait de problèmes psychiatriques importants. Il était inconnu des services de renseignement et de la justice. Il avait été signalé pour des violences lors d'une manifestation, mais ça n'avait entraîné aucune suite judiciaire. Alors, il avait déjà été hospitalisé pour ses troubles psychiatriques importants et d'après son entourage, il suivait actuellement un traitement pour ces troubles. Donc, à ce stade, la piste la plus probable est celle de l'acte d'une personne déséquilibrée, sans mobile terroriste. Son entourage, qui a été entendu dès hier soir par les enquêteurs, a indiqué qu'il s'était converti à l'islam, mais qu'il n'avait jamais montré de signes de radicalisation. Et par ailleurs, dans son sac qui a été retrouvé dans le parc, à proximité de là où il a fait plusieurs victimes, les enquêteurs ont retrouvé un Coran et d'autres livres de littérature islamique, mais rien de suspect. Elle est grandiose. Alexandra Gonzalez, elle est grandiose. Elle est grandiose parce qu'elle nous dit d'abord que la piste la plus probable est celle d'une personne déséquilibrée. Ça, c'est le catéchisme médiatique face à tout attentat terroriste islamiste. Et puis finalement, à la fin, elle nous dit il y a quand même un Coran, puis des livres musulmans dans la musette, mais ça arrive tout à fait à la fin. Rien de suspect. Rien de suspect, tout va bien. Ils nous ont fait exactement le même schéma lors de l'affaire de l'attentat à la préfecture de police avec Michael Harpon. Et même à l'époque, un journaliste du service public, David Verrenal, avait été mis en cause parce que lui avait évoqué plutôt que les autres l'hypothèse de l'attentat islamiste. Donc parmi d'autres hypothèses. Ouais. Bon, là maintenant, donc ils tiennent à carreau. C'est forcément, ça n'a rien à voir avec l'islam et c'est forcément un déséquilibré, quoi. Voilà. Mais vraiment, cette journaliste, elle est performante dans le genre, là, vraiment. Alors, ce qui est amusant, c'est effectivement de voir les éléments qui étaient à disposition des journalistes. Et on a par exemple cette déclaration du maire Les Républicains de la ville voisine. On va l'écouter tout de suite. Nous n'avons aucun doute sur le fait que cette personne, cet assassin, a dédié son acte de barbarie à une idéologie radicale et qu'il avait bien l'intention effectivement de commettre un massacre aujourd'hui. Et on sait qu'il s'est recueilli pendant un certain temps sur cette colline, qu'une fois la détermination chevillée au corps, il en est descendu. C'est là où il a croisé ses premières victimes. Il en a tué une, comme vous le savez, blessé 2 autres grièvement. On est sur quelqu'un qui avait prémédité son coup. Il avait écrit une lettre à côté des ouvrages écrits en arabe expliquant effectivement ce qu'il fallait faire pour être dans les codes d'une religion. Eh bien, il y avait une lettre écrite en français qui était une sorte de lettre testament où il expliquait son acte finalement et pourquoi il avait décidé de commettre cet horrible acte barbare. Alors, ce maire de La Haye-les-Roses, il est assez intéressant parce que il tourne autour du pot, il dit quand même les choses, mais il n'emploie pas le mot islam. En tout cas, il n'emploie pas le mot islam dans ce que les médias ont retenu de son intervention. Peut-être qu'il l'a employé et qu'il ne l'a pas retenu, qu'il emploie des périphrase. Il emploie de la périphrase. Voilà. Mais bon, c'est pas les bouddhistes. Non, mais en tout cas, c'est beaucoup plus précis que la journaliste de BFM. Oui, avec beaucoup d'éléments, le fait qu'il soit recueilli sur la colline au départ, ce qu'on a trouvé dans sa musette, etc. Voilà. Donc c'est déjà, on voit que il est plus précis. Pourtant, les éléments devaient être connus par la journaliste également. D'autres éléments médiatiques qui viennent nous montrer, bien que les journalistes avaient quand même des informations, c'est les déclarations de la procureure. Il a d'abord accosté une première personne, l'accostant de manière menaçante, comme je l'ai déjà dit au cri de la Akbar. Cette personne a à ce moment-là expliqué qu'il était musulman. L'intéressé a arrêté son geste pour le frapper et lui a demandé de réciter une prière en arabe. Ce que l'intéressé a fait, et donc à ce moment-là, l'agresseur s'est détourné de lui. C'est intéressant, la procureure, elle dit totalement les choses, sauf qu'elle est dit pratiquement 48 heures après les événements. Donc, le gouvernement a laissé filer la thèse du trouble mental, à éviter que les médias ne parlent trop de la réalité du terrorisme islamiste. Et puis, 48 heures après, on est bien obligé de dire les choses. Et alors là, le procureur dit tous les éléments.
Et notamment l'élément quand même le plus fort, c'est que et la première personne qu'il rencontre, il se trouve qu'elle est musulmane, il lui demande de réciter une prière musulmane, il récite une prière musulmane, il va tuer le suivant. Voilà. Pas si déséquilibré que ça, donc. Hein. Donc il est quand même, il a toute sa raison, ce garçon. Hein. Oui, effectivement. Alors, ce déni médiatique, bien, il est évidemment, il est clair, évident, et il a été largement vilipendé par la droite. On a par exemple Guillaume Larrivé qui, sur Twitter, déclare « Les déclarations officielles sur l'attentat de Villejuif rappellent Orwell, #dénislamisme ». Et puis Jean Messia qui tweet « Les médias ont passé 36 heures à parler psychiatrie sur un type vêtu d'une djellaba qui tue en criant Allah Akbar, un Coran dans son sac à dos. La réalité continue à exploser à la figure de leurs œillères. C'est un terroriste islamiste. » Et Jean Messia qui rebondit pour l'attaque de la mosquée de Bayonne ou pour l'affaire de Julien Audoul au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui n'ont fait aucun mort. On a eu droit à une logorée cathodique pendant des semaines, mais l'attentat islamiste de Villejuif avec mort et blessés est expédié en 2 minutes dans les JT. Alors ça, c'est la désinformation principale. C'est-à-dire parler de très peu d'événements très graves qui vont pas dans le sens politiquement correct, et parler beaucoup d'événements beaucoup moins graves, pas graves du tout d'ailleurs s'agissant de l'affaire d'Audoul en Franche-Comté, où il défend tout simplement les principes normaux dans les assemblées. Alors là, on en fait toute une histoire, toute une affaire, on monte en épingle. C'est vraiment... on répète toujours un peu la même chose, malheureusement, mais c'est le 2 poids 2 mesures de manière extraordinaire, extravagante. Autre chose qui a un petit peu intrigué des responsables politiques, Marine Le Pen, qui tweet « Des heures et des heures de débats psychiatrisants avec plein d'experts et de sachants, et pas un mot sur la victime, sur sa femme, sur les blessés graves, inquiétante société que la nôtre. » Alors là aussi, les victimes étant des victimes du terrorisme islamique et étant européennes, elles n'existent pas. Les seules victimes qui existent... Les médias en ont parlé un petit peu. Les seules victimes qui existent, c'est quand c'est un cas inverse, c'est rare, mais alors là, on parle des victimes, on focalise sur les victimes. En l'occurrence, on aurait pu focaliser non seulement sur les victimes, mais sur l'acte courageux de l'homme qui a été tué en protégeant sa femme. Manque de chance, c'est un homme blanc de plus de 50 ans, donc on va quand même pas focaliser de manière positive sur lui. Dans les médias, c'est impossible. Il y a eu quand même quelques portraits, mais c'est vrai que globalement, Très peu. Tout ça, c'est une affaire d'équilibre, bien sûr. Ouais. C'est jamais totalement absent, mais c'est sous-pondéré, on va dire, pour ne pas dire davantage. Ouais. Alors, pour clore eh bien, ce premier sujet, sur l'islamisme, Le Point a récemment publié un entretien éclairant avec un universitaire. On va regarder ça tout de suite. C'est toute l'idée que le collectif est régulièrement investi, et toujours investi, par le religieux. Dès qu'il y a du nombre, dès qu'il y a un rassemblement, dès qu'il y a du lien social, il y a une dimension religieuse. Il n'y a pas de loup solitaire en ce sens-là. Il serait de l'ordre de 10, maximum 15%. On a tenté, selon moi, de les surreprésenter pour éviter, évidemment, encore une fois, les amalgames avec les populations d'origine immigrée. Il y a d'abord, j'allais dire, la pression politique. L'idée étant qu'il ne fallait pas alimenter par des travaux sur la progression du salafisme dans les banlieues le vote d'extrême droite. Cette idée était tout à fait louable. Il ne fallait pas discriminer les populations concernées. Mais à mon sens, on s'est privé d'un instrument de compréhension. Et lorsqu'il y a eu des attentats, l'extrême droite a augmenté, d'une part, et d'autre part, on n'a pas compris ce qui se passait dans certaines banlieues, dans certaines communes, dans certains quartiers, depuis une vingtaine d'années. Alors, cet universitaire, Bernard Rougier, il est professeur à la Sorbonne Nouvelle, et il vient de publier un livre qui s'appelle « Les territoires conquis de l'islamisme ». Il dit les choses de manière assez claire, assez carrée. Ce qu'il dit de plus grave et de plus préoccupant, c'est qu'il parle des pressions politiques sur la recherche. C'est-à-dire que, bon, beaucoup de gens croient quand même, les experts croient la science. Vous-même, vous êtes assez confiant dans la science, ouais. Nicolas. Mmh. Le problème, c'est que la science, elle est biaisée à la base, puisque on encourage certaines études,
et on décourage d'autres études. Et en fonction des études qu'on encourage ou qu'on décourage, eh bien, on n'arrive pas exactement au même résultat. Et lui dénonce les pressions politiques sur la recherche. C'est extrêmement grave. Les pressions politiques qui feraient que parler du sujet de l'islamisme ferait grimper l'extrême droite. Voilà. Alors, bah oui, mais enfin bon, oui, mais c'est pas raisonnable comme point de vue. Ah non, mais complètement. Mais c'est assez. La recherche, elle doit être indépendante. Ouais, et Elle doit être indépendante. On s'intéresse au sujet. Mais moi, j'ai entendu aussi beaucoup d'universitaires, de chercheurs dire non, ça, on peut pas traiter. On peut pas ouvrir la question. Donc, dans ce qui est publié, c'est publié parce que on a autorisé la recherche au préalable. Par contre, il y a des recherches qu'on ne fera jamais, qu'on ne fera pas. Alors, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est qu'il parle des loups solitaires en disant que ça n'existe pas, en fait. Et les médias, pourtant, nous avaient bassiné sur les loups solitaires. Et il parle également du nombre de convertis qui serait, en fait, largement surestimé médiatiquement et politiquement pour, justement, éviter de stigmatiser les populations immigrées. Oui, alors, je crois qu'il y a quand même des convertis, y compris des convertis parmi les terroristes islamiques, ça c'est incontestable. Sans doute sont-ils surestimés. Ceci étant, ça n'évacue pas la question de l'immigration. Puisque s'ils sont convertis, c'est effectivement parce qu'ils se sont trouvés dans des milieux à forte pression musulmane, et ils se sont en quelque sorte assimilés aux populations dominantes là où ils habitaient. Donc c'est bien le converti, l'islamiste converti qui commet un attentat, c'est une conséquence de l'immigration, même si lui-même n'est pas effectivement d'origine immigrée, il a basculé culturellement, religieusement, politiquement dans le camp d'en face. Voilà. C'est pas... ça me paraît pas invalider la thèse générale. En tout cas, cette interview valide totalement le point de vue de ce qu'on appelle fachosphère, la droite radicale, etc. Donc, qui avait raison avant tout le monde, tout simplement. Ben, c'est pour ça qu'elle est diabolisée. C'est très simple. La diabolisation vise à interdire de parler de certaines choses. Et donc, ceux qui parlent avant les autres de certains sujets, personnellement, j'ai parlé de l'islam il y a 35 ans. Mais comme d'autres d'ailleurs, si vous parlez de sujets qui sont interdits avant les autres, alors vous êtes diabolisé. Voilà. Mais la réalité finit par rattraper. Et honnêtement, aujourd'hui, il sort beaucoup de livres qui disent les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être dites sur l'islam, sur l'islamisation, sur le terrorisme islamique. Nous, on va continuer notre travail de lanceur d'alerte. On va lancer des alertes sur des choses dont les autres parleront dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est pour ça qu'il faut nous regarder. Parce qu'en nous regardant, vous avez un coup d'avance sur les autres. C'est vrai. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, pour commencer cette revue de presse, on se rend outre-Atlantique, aux États-Unis, où il y a une bonne nouvelle qui nous est parvenue, puisque eh bien, un étudiant de l'école catholique de Covington, Nick Sandmann, a obtenu une petite justice. Je vais revenir sur les faits. C'était ce jeune qui s'était tenu... il avait rencontré par hasard un Amérindien opposant à Trump, et il avait à ce moment-là la casquette « Make America Great Again », et il y avait une image très forte de lui face à l'Amérindien, et l'Amérindien un petit peu excité qui lui criait dessus son rejet de Trump, etc. Et lui qui restait stoïque, avec un petit sourire en coin, mais restait stoïque. Et les médias l'avaient dépeint comme un abominable fasciste, évidemment, les médias américains. Suprémaciste. Voilà, tout y était passé. Sauf que, eh bien, Nick Sandmann, il a décidé de s'entourer d'une équipe d'avocats et de poursuivre en justice les médias qui l'avaient traîné dans la boue. Et là, aux États-Unis, ça ne rigole pas, hein, clairement. Donc, il avait demandé à CNN 275 millions de dollars pour les faits, pour la diffamation, en quelque sorte. Alors, CNN a accepté de négocier, donc on ne sait pas quel est le montant exact qu'il a touché, mais CNN a accepté de lui verser un montant sans doute conséquent pour éviter d'aller au procès. Donc, c'est une excellente nouvelle pour lui, pour Nick Sandmann, mais aussi pour le pluralisme médiatique et la lutte contre les bobards outre-Atlantique, sachant que il a encore 2 médias qui sont attaqués par ses soins, donc il a encore potentiellement un petit peu d'argent à se faire, et surtout il a encore la possibilité de faire respecter la vérité. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ça montre qu'il faut se battre, qu'il faut être courageux. C'est un exemple. Si tous ceux qui sont mis en cause injustement par les médias, ou par les réseaux sociaux d'ailleurs, au lieu de s'aplatir, se battaient, eh bien la situation serait totalement différente. Voilà. Et c'est un exemple de courage qu'il faut suivre.
Et en plus, ça peut rendre riche. C'est pas Accessoirement, aux États-Unis en tout ouais, cas. aux États-Unis plutôt qu'en France. Ouais. Alors, l'événement médiatique de la semaine, en tout cas l'un des événements médiatiques, c'était la conférence de presse de Carlos Ghosn, qui était donc, qui avait réuni des dizaines et dizaines de journalistes au Liban. Ça a été observé par les journalistes français. On a par exemple Dominique de Montvalon du JDD qui tweet « La performance de Carlos Ghosn est impressionnante. Elle restera dans l'histoire, avec un grand H, comme un témoignage formidable des mœurs qui prévalent dans un certain capitalisme mondialisé quand il s'agit de flinguer par tous les moyens possibles un homme devenu dérangeant. » C'était un événement médiatique quand même qui a été observé. Oui. Et ce qui a été observé aussi, notamment par Djilali Belaïd, qui est journaliste à l'AFP, n'est-ce pas ? Que derrière Carlos Ghosn, durant la conférence de presse, la communicante française Anne Méo était à la manœuvre et il poursuit Anne Méo, ancienne du GUD, d'Occident et d'Ordre Nouveau. Oui, alors Anne Méo, elle a fait des études brillantes, elle militait, elle a fait des études brillantes, elle a été lauréate du concours général, elle a été effectivement, il y a quand même pas mal d'années, au GUD et à Ordre Nouveau. Depuis, elle a passé 7 ans au cabinet de Giscard d'Estaing, donc c'est pas très récent non plus. Et depuis 30 ans, elle est à la tête d'une grande entreprise française de communication et de relations publiques, Image 7, qui est une entreprise très, très établie. Je veux dire, rappeler ce qu'elle a fait il y a... il y a plus de 40 ans, son passé politique, ça n'a pas de sens. Je veux dire, elle aurait été trotskiste, elle aurait été socialiste, on le rappellerait pas. Voilà. Mais bon, facho un jour, facho toujours. Oui, effectivement, en tout cas pour Djilali Belaïd. Oui, qui a la mémoire longue. Oui, là, absolument. Là, il y a des cas où on a la mémoire longue. Oui. Bon, je crois qu'elle est totalement indifférente à ce genre d'attaque. Bon, elle a bien raison. Alors, en France, Le Monde qui nous a gratiné d'un petit texte assez sympathique. Au Brésil, la montée en puissance des afro-bolsonaristes. On peut être noir, mais aussi conservateur, homophobe, machiste, intolérant, et donc soutenir l'extrême droite. Ça fait peur, hein. Ouais, ça vous fait pas peur, Nicolas ? Mais je suis terrifié. On peut être noir et conservateur, alors là, je suis ébahi. Alors c'est assez marrant quand même, parce que ça repose sur une certaine base de statistiques, à savoir notamment qu'aux États-Unis, les Noirs votent plutôt démocrates que républicains, très largement. Et donc il y a effectivement une sociologie électorale raciale, on peut dire ça. Et donc là, pour le monde reconnaît d'ailleurs ça. Le monde reconnaît une sociologie électorale raciale. Simplement, il dit qu'au Brésil, ça fonctionne pas totalement, puisqu'il y a un certain nombre de Noirs conservateurs et bolsonaristes. En tout cas, je peux vous dire que les journalistes du Monde ne discutent pas souvent avec des Africains venus d'Afrique subsaharienne, parce que s'étonner qu'ils puissent être homophobes et machistes, là, il y a des sociétés traditionnelles en Afrique où effectivement, la norme n'est pas la même qu'en Occident. Oui, pas tout à fait. Non, on n'est pas dans une salle de rédaction du Monde, là, c'est le monde réel. Pas tout à fait, oui. Autre actualité, Lagardère en chute libre, Lagardère Sport vendu, 1 milliard d'euros d'investissement perdu, nous apprend l'Observatoire du journalisme. Oui, alors les déboires financiers de Lagardère sont pas forcément des bonnes nouvelles, parce que ça accroît encore la dépendance du groupe Lagardère, de ses radios, de Paris Match, etc. La dépendance et pas l'indépendance. La dépendance, oui, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, voilà. Oui, effectivement, ils sont encore plus... Et puis c'est un peu triste, quoi. Le père avait constitué un empire industriel et un empire de presse, et le fils le dilapide, quoi. Ouais. Enfin. Et c'est peut-être avec ça qu'on doit analyser effectivement la nomination d'Hervé Gattegno au Paris Match, par exemple. Un proche de plutôt Macron compatible, effectivement, c'est cette dépendance qui apparaît, quoi. Bien sûr. Alors, Jean-Yves, c'était aussi cette semaine une autre actualité médiatique. Charlie Hebdo, 5 ans après les attentats islamistes, on n'a pas peur de mettre les mots immédiats, sortait son numéro, un numéro qui avait un thème particulier, la censure. La censure, les nouvelles dictatures. Alors, moi, ça va peut-être surprendre certains de nos spectateurs, mais moi, je trouve qu'il mérite un coup de chapeau, Charlie Hebdo. Parce que Charlie Hebdo, il déclare dans leur éditorial « Les vieux interdits ont été remplacés par les nouveaux ». Et ça c'est tout à fait vrai. Et je crois que là où on peut leur tirer un coup de chapeau, c'est que Charlie Hebdo, ils ont combattu les vieux interdits, ils ont ironisé sur la religion catholique, sur l'armée, sur le pouvoir, etc. Ils l'ont fait à l'époque où tout cela était fort. Oui, qu'on aime ou pas. Qu'on aime ou n'aime pas, à l'époque, c'était pas si simple que ça.
C'était pas si simple que ça. Et quand ils ont fait un dessin d'humour assez dur au moment de la mort du général de Gaulle, ils ont été interdits, supprimés. Ils ont changé de nom d'ailleurs. Avant, ils s'appelaient Harakiri, ils sont devenus Charlie Hebdo à ce moment-là. Donc, ça demandait du courage. On est d'accord ou pas d'accord, bien sûr, mais ça demandait du courage. Alors, ils auraient pu continuer sur ce registre-là. Eh bien, aujourd'hui, non. Ils combattent les nouveaux interdits. Ils ironisent, ils font de l'humour sur les nouveaux interdits. Ils l'ont fait sur l'islam, sur Mahomet. Ça leur a coûté extrêmement cher, hein, puisqu'ils ont eu 7 morts. C'est pas rien. Ils ont continué après. Bon, ça demande un peu de courage. Et puis, ils se moquent un peu de tous les grands lobbies antiracistes, LGBT, qui sont aujourd'hui les nouvelles dictatures. Donc, oui, c'était libertaires à l'ancienne qui, les dérives actuelles de la gauche, ils les combattent finalement à leur façon. Ils sont des vrais libertaires d'un certain point de vue. Ouais. Ce sont des vrais libertaires. Bon, ça mérite un minimum de considération. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de liberté, les libertaires, eh bien, on passe à un autre sujet un peu moins gai. C'est la censure de la dernière campagne publicitaire, enfin d'affichage plutôt d'Alliance Vita, qui avait donc procédé à la création et à l'affichage de 3 affiches. La société progressera à condition de respecter la différence, de respecter la paternité ou de respecter la maternité. Et eh bien, cette campagne, elle a fait scandale. Pourquoi ? Parce que ça a choqué certaines personnes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'en est émue, a demandé le retrait des affiches. Référé administratif remporté par Alliance Vita et donc l'affichage a pu être remis. Malgré tout, la polémique a été énorme sur les plateaux de télévision et notamment sur l'heure des pros où Tuc Duhalder-Erville, qui est donc le patron, enfin le porte-parole, le dirigeant de Alliance Vita, était face à un plateau de personnes opposées à ses idées et c'était quand même assez dur à regarder. On va tout de suite en voir un extrait. Il y a le principe de neutralité et on a Médiatransport, suite à l'interpellation effectivement de la mairie de Paris, s'est rendu compte que c'était contraire au contrat qui était signé avec la SNCF et ça rompait le principe de neutralité. Et que c'était trop militant. Cette campagne est ouvertement lesbophobe. C'est-à-dire qu'elle remet en cause le principe que 2 femmes puissent décider... Lesbophobe. Moi, vos affiches me scandalisent. Je suis pour... Vous allez dire que je suis un censeur, ça m'est égal. Je suis pour leur retrait, je trouve que Mme Hidalgo a très bien agi. Ce sont des affiches rétrogrades qui sont des affiches qui témoignent d'une société dont je ne veux pas. Et alors vous disiez, est-ce qu'on peut être... Non, mais est-ce qu'on peut être... où il y a des pères et des mères Non, est-ce qu'on peut être anti-IVG Ben moi je vous dis non. Alors ce Gilles Verdez, il est extraordinaire dans le totalitarisme de gauche. Il a une opinion, il est favorable à l'IVG, ce qui est parfaitement son droit, mais il veut interdire à ceux qui ont une opinion différente de l'exprimer. C'est la définition parfaite de la censure, de l'intolérance, de la dictature, du totalitarisme. La vie, c'est le débat. Mais il le revendique, parce qu'il dit... il le revendique, il l'assume. Vous allez me traiter de censeur, mais je m'en fiche. Oui, voilà, absolument. Bon, voilà. Oui. Avant, être traité de censeur, c'était l'horreur absolue. Aujourd'hui, être traité de censeur... Bravo, vous êtes un censeur, bravo. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, on a des gens, des personnalités médiatiques qui s'opposent à ça, mais ce qu'il faudrait leur répondre, quoi qu'on pense par ailleurs de la campagne d'affichage d'Alliance Vita, c'est que tous les jours, on est soumis à des campagnes d'affichage publicitaires, etc., qui ne nous satisfont pas. Enfin voilà, il y a des choses qui nous choquent tous les jours. Et qu'on doit bien subir. Exactement. Et porter plainte à la moindre... Enfin, demander le retrait, voire porter plainte à la moindre affiche ou campagne qui ne nous satisfait pas, c'est une attitude, c'est une fragilité, mais totale. C'est assez extraordinaire. Alors, il y a quand même, si vous me permettez, une différence. C'est que la campagne d'Alliance Vita, elle est financée par des fonds privés, par des donateurs d'Alliance Vita. Alors que les campagnes immigrationnistes, les campagnes des associations immigrationnistes, les campagnes homosexualistes, des associations LGBT et tout, en plus, elles sont financées par le contribuable. Donc, on doit les subir, on doit les payer. Et ils n'admettent pas qu'une publicité qui leur plaise pas et qu'ils ne payent pas soit là. Mais c'est incroyable. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on voit une campagne effectivement qui soit un peu critique des positions progressistes sur la bioéthique. C'était une assez belle campagne. C'est une assez belle campagne. Oui, en plus visuellement, c'est une belle campagne. Visuellement, médiatiquement, c'est une belle campagne. De toute manière, quoi qu'on pense du sujet, l'envie de pénal, c'est vraiment le recours des pires fragiles qui existent. Quoi. Vraiment, je trouve que c'est méprisable en fait, de pas être capable de supporter la vision d'une opinion qui n'est pas la nôtre.
c'est quand même le dernier degré de la fragilité. Je pense, parce que les opinions dominantes sont tellement décalées par rapport à la réalité, à la vie, qu'il faut en permanence accentuer la répression. Et on voit très bien, depuis l'élection de Macron, l'amplification de la répression judiciaire et de la répression policière aussi, et de la répression pénale. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle de l'AFP là-dedans, qui a colporté à la fois une fausse nouvelle et en plus qui a eu un parti pris dans un tweet. Alors, on peut lire le tweet qui présente le sujet. Oui, alors le tweet de l'AFP est le suivant. La justice a demandé que soit réaffichée une campagne controversée de l'association Alliance Vita, qui milite notamment contre l'avortement, a annoncé cette dernière, une décision immédiatement critiquée par la maire de Paris, avec la reprise du tweet d'Anne Hidalgo. Voilà, alors, c'est particulièrement pervers, parce que d'abord, ils expliquent qu'Alliance Vita milite notamment contre l'avortement, ce qui est vrai, mais sauf que les affiches ne concernent pas ce sujet. Donc il y a un amalgame. Surtout que dans la première dépêche, il parlait d'une campagne anti-VG. Et on a trouvé partout dans la presse la campagne anti-VG, ce que ce n'était pas. En tout cas, pas uniquement. Mais pas. Même si Alliance Vita, effectivement, est sur cette ligne-là, bien sûr. Bon, donc ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, au fond, dans cette affaire, il y a plusieurs acteurs. Il y a la justice, il y a la ville de Paris, et il y a Alliance Vita. Et on ne donne que le point de vue d'Hidalgo et de la ville de Paris. En tout cas, on le met complètement en exergue par rapport aux autres. En exergue, sans dire les raisons pour lesquelles la justice a demandé que les affiches soient remises en place, et sans donner non plus l'argumentaire d'Alliance Vita sur sa campagne d'affiches. Ouais. Donc on est dans la partialité la plus complète. Mais c'est l'AFP. Oui, c'est Agence française de propagande. Pas de surprise. Agence France Presque. Et pas de surprise non plus, Jean-Yves, pour ceux qui savent, sur la dernière étude du CNAM qui a été relayée par Le Figaro, qui démontre que les meilleurs élèves en France sont les femmes asiatiques, enfin les jeunes filles asiatiques. Alors, au niveau du secondaire, au niveau du bac, oui, alors c'est terrible cette statistique, parce que ça montre que les différences de sexe existent. En l'occurrence, d'ailleurs, en ce qui concerne le scolaire secondaire, ce sont les filles qui sont statistiquement meilleures que les garçons. Bon, voilà. Et ça montre aussi que les différences d'origine existent, parce que les Asiatiques sont au sommet et les Africains beaucoup plus bas. Voilà, ça veut dire que les différences existent. Alors, c'est très politiquement incorrect, ça. Ouais, mais le réel est politiquement incorrect. Il faut supprimer le réel. Allons-y. Il faut supprimer le réel. Alors, pour finir cette revue de presse, Jean-Yves, c'est le prix présent des lecteurs qui a été attribué à quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de François Bousquet pour son dernier livre, Courage, manuel de guérilla culturelle. Ouais, alors, je pense que c'est un très bon choix des lecteurs de présent, même s'il y avait d'autres candidats. Tout était très bien. Je pense à Fiorina, qui est aussi qui a eu du courage aussi. Hein. Oui. Donc au fond, dans le peloton de tête, il y avait le courage. Et je crois que c'est très important parce que c'est la clé de la réussite. On voit très bien que le pouvoir s'impose de plus en plus contre le réel. Et donc, il faut aller monter la poussée contre le pouvoir, contre les interdits idéologiques, pour faire sauter le couvercle. Et ça, ce qui peut le faire, c'est le courage. Tous ceux qui ont la possibilité de le faire doivent le faire. Et c'est le livre de Bousquet, vraiment le livre de l'année. Je pense que les lecteurs de présent ont eu tout à fait raison. Passons au deuxième sujet, Australie, crise climatique ou contre-feu médiatique. Les terribles images des incendies en Australie sont sur tous les médias, c'est évidemment dramatique. Et pour les médias, le coupable est tout trouvé, le réchauffement climatique. Voilà par exemple un extrait du sujet du 20h de Gilles Boulot sur TF1. Quelles sont les raisons de ce désastre ? Le réchauffement climatique, résument plusieurs experts. 44 degrés à Canberra et près de 50 dans la banlieue de Sydney. Même affirmation sur le journal télévisé de France 2. 1300 maisons et plus de 5,5 millions d'hectares sont partis en fumée.
l'équivalent d'un pays comme le Danemark. Est-ce la faute au réchauffement climatique ? Oui, la communauté scientifique est formelle. Et les médias sur papier ou Internet sont au diapason, avec par exemple le HuffPost qui s'interroge « Les incendies en Australie sont-ils liés au réchauffement climatique ?» Alors l'interrogation du titre est de pure forme évidemment, puisque dans le corps de l'article, on lit que c'est incontestablement lié au changement du climat. D'autres médias sont encore plus directs. France Culture qui parle des méga-feux en Australie comme de la nouvelle iconographie du réchauffement climatique, ou encore France Bleu, incendie en Australie, le réchauffement climatique accroît leur gravité exceptionnelle. Donc Jean-Yves, on a un unanimisme médiatique, le coupable, c'est le réchauffement climatique. Oui, alors les choses sont en réalité plus compliquées en matière d'incendie de forêt ou d'incendie de brousse, puisqu'il y a trois facteurs qui sont aggravants. Il y a la chaleur, c'est vrai, mais c'est surtout la sécheresse, ce qu'on appelle, dans le jargon, on appelle le stress hydrique. En gros, quand les arbres des feuilles sèchent, il n'y a plus d'eau. Bon. Ça, c'est plus important que la chaleur. Et le troisième élément, c'est le vent. Le vent, ça arrive par moments, etc. Bon. Et donc, en ce qui concerne les incendies en Australie, la cause principale, indépendamment du fait qu'il fait chaud, mais il fait chaud en été en général, et là-bas c'est l'été, c'est une sécheresse importante, comme il y en a régulièrement. Ces dernières années, on voit quand même des augmentations à la fois de la température moyenne et de la sécheresse. Donc, je suis pas absolument sûr pour la sécheresse. On se mettra peut-être pas d'accord là-dessus. Et en ce qui concerne les grands incendies en Australie, il y en a eu déjà il y a 30 ou 40 ans. Oui. Et il y en a eu, tenez-vous bien, aussi important que celui qu'il y a actuellement, en 1851. Donc avant le réchauffement. Tout simplement parce que les catastrophes naturelles, c'est des événements exceptionnels. Des événements exceptionnels, eh bien, ça arrive, ça peut arriver que le temps soit très sec, ça peut arriver qu'il y ait énormément de précipitations, ça peut arriver qu'il neige, ça peut arriver qu'il fasse chaud, ça peut arriver qu'il fasse froid. Ce sont les extrêmes météo. Une catastrophe naturelle, ce sont les extrêmes météo. Et donc, on a affaire à des extrêmes météo, indépendamment du fait qu'il y ait ou non réchauffement. D'ailleurs, je vais être un peu plus complet. Le gouvernement français a fait réaliser, il y a une dizaine d'années, une enquête par plusieurs inspections générales de ministères, une enquête sur les conséquences du réchauffement climatique sur les feux de forêt en France. Et il y a eu des travaux qui ont été faits par les météorologues, les climatologues de Météo France, qui ont fait tourner les modèles du GIEC. Donc on est vraiment dans l'application du climatiquement correct le plus absolu. Quelles étaient les conclusions ? C'est qu'il y aurait un effet à partir de 2030-2050. Mais avant, l'effet du réchauffement ne pouvait pas avoir de conséquences sensibles. Oui, mais c'est le même, probablement ailleurs qu'en France. Probablement ailleurs qu'en France, ne pouvait pas avoir de conséquences immédiates. Et d'ailleurs, en France, les conséquences qui sont annoncées pour 2030 ou 2050, on ne les a encore pas vues aujourd'hui. C'est des feux de forêt un peu plus durs dans le sud. En fait, ça fait 15 ans que dans le sud de la France, il n'y a pas beaucoup de feux de forêt, y compris cette année où il a fait chaud. Y compris cette année où il fait chaud, il y a eu assez peu de feux de forêt. Et surtout, la remontée des feux de forêt en écharpe sur l'ouest, entre l'Aquitaine et la Vendée, ce qu'on n'a pas vu non plus. Donc, l'étude a été réalisée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Elle prévoit des changements, effectivement, selon les modèles du GIEC, à partir de 2030 ou 2050, mais pas maintenant. Donc, attribuer systématiquement tous les événements météorologiques exceptionnels au réchauffement climatique, ça n'est pas sérieux. Bon, là, je vous rejoins, effectivement, les médias en ont fait, effectivement, l'alpha et l'oméga des feux de forêt en Australie. Et bon, il y a forcément d'autres causes. Et d'ailleurs, à ce propos, Jean-Yves, eh bien, il y a des incendiaires qui ont été arrêtés en Australie, et ça, les médias français en ont très, très peu parlé. Donc, le feu ne se met pas... C'est vrai, mais si vous voulez, les incendiaires, si les feux prennent cette ampleur, c'est parce que, vous savez, il y a le proverbe africain qui est antérieur au réchauffement climatique, je le signale. Quand la savane brûle, c'est que l'herbe est sèche.
Et c'est un proverbe africain qui doit être très antérieur au réchauffement climatique. Mais en tout cas, les médias français, on a RTL qui en a un petit peu parlé, mais ne font peu de leur beurre de cette information-là, qu'il y a 24 incendiaires qui ont été arrêtés et 183 personnes qui sont potentiellement incriminées pour des faits soit de négligence, soit d'avoir mis le feu à la brousse, quoi. Donc c'est pas non plus négligeable. C'est une cause complémentaire. Dans les causes qui ont été aussi évoquées, mais très peu traitées dans les médias, le fait qu'il n'y avait pas eu de déboisement ou de défrichement. Vous savez qu'en France, il y a une obligation de défrichement à proximité des habitations, pour éviter, et en Australie, je crois qu'ils ont pris des mesures anti-défrichement pour défendre la biodiversité et tout ce qui peut se comprendre, enfin, qui a des conséquences finalement assez graves. Donc il y a des causes, il y a d'autres éléments qui permettent, je veux dire, il ne faut pas forcément écarter complètement l'hypothèse du réchauffement, mais en faire l'alpha et l'oméga. Et puis je veux dire, à chaque fois qu'il y a un extrême climatique, on explique ça par ce qu'on appelle le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Franchement, c'est pas sérieux, quoi. Des catastrophes naturelles, il y en a eu dans toute l'histoire. Il y en a eu dans toute l'histoire des catastrophes naturelles, puisqu'encore une fois, c'est des événements exceptionnels, indépendamment qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Il y a eu des catastrophes naturelles pendant le petit âge glaciaire, où il faisait froid, mais il y avait quand même des catastrophes naturelles. Bon, en tout cas, les médias ont vraiment axé sur une hypothèse qui leur allait bien. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu... on a affaire à des médias de propagande et non pas à des médias d'information. Et oui, c'est dommage parce qu'il y a des alternatives à creuser. Il y a des pistes alternatives à creuser. Mais d'ailleurs, les pistes alternatives à creuser, puisque le gouvernement australien va diligenter une grande enquête, ce qu'on appelle un retour d'expérience, pour essayer de savoir pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, et comment faire pour éviter que ça se renouvelle. Je peux vous dire que les médias français n'en parleront pas. Je ne sais pas quelles seront les conclusions d'ailleurs, mais les médias français n'en parleront pas, ça je peux le dire. Bon, on va passer à la fin de l'émission, puisque Jean-Yves, vous avez déjà eu un coup de gueule contre les médias en règle générale, et là vous allez avoir un coup de gueule contre une entreprise. Oui, alors c'est un petit peu... C'est un coup de gueule navré. Voilà. L'entreprise, c'est le slip français. C'est une entreprise qui s'est créée sur un modèle de marketing identitaire il y a une dizaine d'années, avec l'idée on va vendre des produits un petit peu chers, faut bien le dire, sur Internet, mais ils seront fabriqués en France. Et puis on joue un petit peu sur le côté cocardier, avec il y a une cocarde d'ailleurs, une cocarde tricolore, etc. Bon. Donc c'est plutôt sympathique. Et je vois que vous êtes client en plus. Oui, semble-t-il, oui, puisque j'ai plusieurs... Pour rien vous cacher, moi aussi je suis client. Bon, voilà. Donc, nous on est clients, mais il ne faut plus être client parce qu'ils ne veulent plus de nous. Mais non. Ils ont eu trois attaques au cours des derniers mois. À chaque fois, ils se sont aplatis, on va dire, mais je pourrais employer des mots un peu plus crus. D'abord, on leur a reproché d'avoir une équipe blanche. Alors, ils se sont excusés, ils ont dit on va recruter. Et immédiatement après, ils ont mis en avant un mannequin noir rasta, qui ne correspond pas du tout à leur clientèle, mais ils ont voulu montrer patte blanche, si j'ose dire, ou patte noire. Bon, ensuite, il leur a été reproché par les Sleeping Giants, cette organisation d'extrême gauche d'origine américaine, d'avoir accordé de la publicité numérique à Valeurs Actuelles et à Boulevard Voltaire. C'est assez logique, puisque, en gros, leur clientèle, c'est plutôt des hommes blancs et peut-être un peu cocardiers. Oui. Donc, faire passer de la publicité dans Valeurs Actuelles ou... c'était logique. Au Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, publicité numérique, d'ailleurs, c'était plutôt logique. Ils se sont excusés, ils ont dit « non, là, c'est contraire à nos valeurs », et ils ont retiré la publicité. C'est-à-dire qu'ils ont participé à un acte de censure. Bon. Alors, je pense que ça a dû créer un peu de trouble. Et pendant le réveillon, certains de leurs salariés, en dehors de l'entreprise, le jour du réveillon, pas un jour de travail, ont fait un espèce de petit carnaval sur le thème saga africain, où certains se sont grimés en noir, ce qui a fait un scandale absolu. Et là, le patron de l'entreprise, au lieu de dire, je suis pas responsable de ce que mes employés font pendant le réveillon.
Parce que si on est responsable de ce que ces employés font pendant la en dehors du travail. on devient maître d'esclaves. On devient maître d'esclaves. Mais si on n'est pas maître d'esclaves, les employés font ce qu'ils veulent. Au lieu de dire ça, il a dit « je vais les sanctionner ». Alors ça, c'est quand même une avancée sociale terrible. Sanctionner les salariés pour ce qu'ils font pendant la rébellion. Et puis maintenant, je vais former mes salariés et je fais appel à SOS Racisme pour que les remettre dans les clous du politiquement correct, de l'éducation civique. Donc à chaque slip qu'on achète, on va payer SOS Racisme. Voilà, à chaque slip que vous achetez, vous payez SOS Racisme. C'est pas très motivant entre nous. Hein. Non, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a meilleur levier d'achat que d'aider SOS Racisme. Bah oui. Bon, Jean-Yves, on finit la mission sur ce coup de gueule culotté, n'est-ce pas? Oui. Et puis, bien voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.